Bonjour Ilios, Bonjour Franck. est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, Ilios, habitant de cette petite planète bleue, donc terrestre, papa d'une fille de 6 ans, Néphélie, amoureux de Caroline, et puis maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles, et cofondateur d'une association qui s'appelle Émergence, et dont le but est de partager des connaissances scientifiques dans le domaine de l'altruisme, de l'empathie, de la compassion, de la méditation, de faire se croiser des regards très différents donc, dans un monde qui est hyper spécialisé, particulièrement celui de la recherche, un monde d'experts, pouvoir faire se croiser le regard de quelqu'un d'un biologiste, d'un neuroscientifique, je sais pas, d'une infirmière. Ça donne vraiment quelque chose de très intéressant, croiser des regards sur un thème et un sujet. Et puis en même temps, pouvoir inspirer des personnes, donc nous nourrir notre enthousiasme, notre compassion, notre énergie à agir dans ce monde. Et voilà. Et alors Émergence, Et ça fait combien d'années que ça existe? Alors, l'association Émergence existe depuis 2009. Donc, en 2009, quelques années avant, j'avais retrouvé Mathieu Ricard dans une conférence de Mind and Life. Mind and Life, qui est une association co-créée par un neuroscientifique français d'origine chilienne, Francisco Varela, et par un avocat américain, Adam Engel, autour du Dalai Lama. Et je crois que la plupart d'entre nous, ceux qui connaissent le Dalai Lama, connaissent son grand intérêt pour la science depuis qu'il est tout jeune. Et donc là, ils ont mis en place des rencontres qui au début étaient privées, puis qui sont devenues en partie publiques, où se croisaient justement des regards très très différents de scientifiques, autant des physiciens en physique quantique que des astronomes ou des biologistes, et bien sûr des psychologues neuroscientifiques, en lien avec ce qu'on pourrait appeler les sciences contemplatives, et qui sont les sciences de la méditation. Je ne réponds pas vraiment à ta question en disant ça. Et donc, je re-rencontre Mathieu dans une de ses conférences à New York de Mind and Life. Et c'est là que je lui ai proposé de partager ça avec un public plus vaste, parce que je trouvais ça tellement génial à l'époque. Mais ce n'était pas encore l'explosion de la pleine conscience qu'on connaît aujourd'hui du tout dans nos pays. Et en 2009, Mathieu est venu à Bruxelles. Il y a eu une conférence où il y avait Mathieu Ricard, Thierry Janssen, Pierre Philippot et Christophe André, avant le livre de Christophe sur Méditer jour après jour, et qui était justement sur la pleine conscience, le début. Et voilà. Et depuis, ça fait maintenant, je pense, la 12e édition des Journées Émergence cette année-ci. Super, merci. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup et principalement aussi avec cette chaîne, ce sont les parcours de vie. Et plus précisément dans les parcours de vie, les moments où on a des sortes de prise de conscience, des moments de pause consciente, on pourrait dire. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager quelques-unes? Parce que je me doute que pour créer Émergence et avoir toutes ces idées, justement, tu as dû avoir un parcours très riche. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ça? Est-ce que tu as des moments un peu clés de ton existence que tu pourrais nous partager? Quand on m'interroge en tout cas sur le passé, ce qui me vient tout de suite, c'est que le passé est une reconstruction, et que ce que je te dis aujourd'hui, c'est comment mon humeur d'aujourd'hui filtre mon passé, évidemment. Donc je ne sais pas si je dirais la même chose dans une autre journée, dans d'autres circonstances, je n'en suis pas sûr. Et de manière plus générale, et tu peux m'arrêter et me recadrer, je dirais que ces moments dont tu parles, qui n'ont pas toujours été des moments de pause pour moi, mais en tout cas des moments qui ont transformé mon existence, ont été de quelques catégories. Ou alors des moments de douleur, de souffrance. Je pensais au décès de ma mère lorsque j'avais 16 ans, et qui a transformé mon existence. Alors, ce n'est pas, bien sûr qu'au moment même, il y a un bouleversement de mon existence, mais je ne peux pas dire que c'est ce moment-là où j'ai eu l'ouverture de l'apprentissage, évidemment. C'est longtemps après, mais ça a été un moment déclencheur, qui a été un moment très marquant dans ma vie, où- qui m'a amené d'une certaine manière à me couper d'une partie de ma sensibilité, puisque cette sensibilité m'amenait à me connecter à une énorme souffrance. Et donc, avec ce qu'il y avait de positif, survivre, dans certains moments, c'est se couper, c'est éviter, mais aussi avec le prix à payer. Et donc, au moment où je me suis rendu compte du prix que je payais, mais que je faisais payer aussi, par exemple, à ma sœur, qui n'avait pas quelqu'un qui pouvait la soutenir, parler avec elle, puisque éviter ce moment douloureux pour moi, c'était éviter tout ce qui me rappelait ce moment douloureux. Donc, c'était aussi éviter d'en parler avec ma sœur. Et donc, cette reconnaissance-là, ça a été un grand moment d'ouverture pour moi. Alors, ce n'est pas un moment qui était terminé, mais c'est un moment où j'ai pu vraiment me reconnecter à la sensibilité, à la douleur que j'avais vécue, aller sur le pas de ma porte intérieure, comme j'aime bien le dire, pour aller voir les invités qui me semblaient très, très, très menaçants,
Mais voilà, le fait de le faire, c'est un moment de liberté, de libération, je vais dire. Et je crois que c'est le chemin de ma vie, ceci dit. Ce n'est pas pour rien que je m'intéresse scientifiquement à l'acceptation. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait une thèse sur la question des émotions et de comment est-ce qu'on peut les apprivoiser. C'est évidemment parce que c'était quelque chose qui était important pour moi et que j'ai passé une grande partie de ma vie, j'en passe encore, à éviter ce qui est inconfortable. Et donc, d'où mon intérêt. Alors, on dit souvent que le cordonnier est très mal chaussé. Je n'en suis pas sûr. Je dirais qu'on devient cordonnier parce qu'on s'intéresse aux chaussures. On peut être mal chaussé, mais on peut être bien chaussé, justement. Mais ce qui me semble très juste, c'est que je m'intéresse à l'acceptation parce que j'y ai trouvé quelque chose qui me concernait personnellement. Et donc, voilà, un cordonnier qui avait besoin de chaussures. C'était ça. Et donc, ces moments de douleur, et dans ces moments de douleur, il y a aussi des moments de compassion, c'est-à-dire que c'est être touché par la douleur du monde. Je pense que ça, c'est aussi des moments d'ouverture. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait, je pense, en 2001 en Asie. Et donc, j'avais été aux Philippines avec Médecins sans frontières. Et à Manille, on avait visité ce cimetière, donc un cimetière où il y avait des enfants qui vivaient dans le cimetière, des tout petits enfants, plus jeunes que l'âge que ma fille a aujourd'hui. Ces enfants étaient avec des petits pots de colle. Et donc, se droguaient avec des pots de colle. C'était vraiment tragique de voir ces enfants avec des enfants plus grands qui étaient là complètement abandonnés et déjà qui essayaient d'échapper à leur sort voilà, avec ces pots de colle. C'était vraiment... Et en même temps, j'étais en même temps marqué par la douleur profonde de ce que je voyais là et en même temps par l'engagement des équipes de terrain, des locaux, des expats qui étaient là et qui mettaient leur énergie. En fait, l'impression que ça donnait, c'est de remplir un seau qui était percé parce que tellement il y avait de problèmes. Alors, j'étais nourri en même temps par ces deux côtés-là, par ce côté de la souffrance qui était là très, très présente et en même temps de l'engagement des personnes. Et donc, c'est un deuxième ressort, je pense, de mon existence, c'est la compassion. Et je suis déjà en train de te parler d'un troisième ressort. En parlant de ce que je vois de ces personnes, de Médecins sans frontières, il y a le ressort de l'inspiration. Donc, c'est les fois où j'étais inspiré par des comportements généreux, des beaux comportements, cette inspiration-là, l'inspiration de personnes que j'ai rencontrées, voilà, qui m'ont... Je pense à Stéphane Chappell qui est un chorégraphe et danseur contemporain. Je ne pense pas qu'il soit très connu du grand public et avec qui j'ai pu travailler pendant quelques années sur toute cette question du rapport à nous-mêmes, aux autres et à la vie, mais pas de manière intellectuelle comme je l'ai fait pendant tellement longtemps, mais dans le corps, au travers du mouvement, qui est quelque chose qui a vraiment marqué profondément mon existence. Je crois vraiment, c'est certainement une des pratiques qui m'a le plus marqué, c'est ce travail de la danse qui passait par le corps, à nouveau, parce que en étant très, très présent là-haut, comme toujours, hein, ce qui est essentiel pour moi, c'était de redescendre là dans l'expérience du corps. Alors dans l'inspiration, évidemment, les personnes que j'ai rencontré beaucoup de personnes extraordinaires. C'est toujours le problème ici. Quand je commence là, je me dis je vais oublier les 9 dixièmes des personnes que j'ai rencontrées, et donc c'est problématique. En tout cas, je vais parler de Mathieu Ricard, puisque ça a été une rencontre importante de ma vie et qui a donné lieu à Émergence, et directement aussi, bien sûr. Je ne peux pas parler de ça sans parler de Caroline, ma compagne, et qui a été vraiment une des rencontres fondamentales de mon existence et qui a été vraiment le lien entre moi qui m'intéressais à la vie intérieure, à comment ce retour à la vie intérieure, en tout cas au début c'était plutôt le développement personnel, et puis c'est devenu la psychologie. Et Caroline qui était hyper engagée, une personne hyper engagée dans l'aide aux autres, qui s'occupait de projets de santé communautaire en Afrique. Et donc, ça a été vraiment cette rencontre qui m'a permis vraiment d'ouvrir mon regard et mon cœur à la souffrance du monde et de se dire que ce développement personnel, en tout cas, ne sert à rien s'il n'est pas mis au service de la collectivité, du bien commun. Et Mathieu est vraiment un lien là-dedans, puisque Mathieu Ricard, il fait déjà ça, il fait ce lien-là. Je pense qu'au moins, en tout cas, il incarne cette pratique contemplative, authentique et réelle, hein, des dizaines d'années de méditation, avec un engagement tout à fait concret à soulager les souffrances du monde là où on peut les soulager. Et encore une chose hyper importante que représente Mathieu pour moi, c'est la joie. C'est quelqu'un que je trouve très, très, très joyeux. Et donc, on peut être ouvert à la souffrance du monde, on peut être engagé et on peut être joyeux et avoir cette joie qui, en même temps, contamine le monde autour de nous. Voilà encore des... Et donc, j'avais parlé de douleur, de compassion, d'inspiration. Et j'arrive à un des derniers points qui est les points marquants, que sont les rencontres. Évidemment, tout ça est mélangé.
Parce que pour beaucoup de personnes, il y a eu des moments qui ont été en même temps des moments où j'étais confronté à la douleur, qui étaient des rencontres importantes. Je pense à un ami qui s'occupait de jeunes en difficulté et qui était quelqu'un de très inspirant pour moi, qui m'a ouvert à beaucoup de choses en termes de développement personnel. J'étais encadrant dans son association et qui vivait tellement de difficultés émotionnelles qu'il a mis fin à ses jours. Alors en même temps, quand je pense à lui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude pour tout ce qu'il m'a apporté. Voilà, c'était quelqu'un qui m'a, pas seulement à moi, hein, qui a apporté beaucoup au monde. En même temps, ça reste un marqueur dans ma vie, un rappel de à quel point on a beau être quelqu'un de formidable, si on n'est pas en paix avec notre propre vie intérieure, nos propres émotions, on peut en arriver voilà, à tellement de douleurs dont on ne sait que faire, tellement de souffrances, qu'on finit par mettre fin à ses jours. Et puis, ça reste aussi un exemple pour moi de quelque chose de vraiment important, qui est voilà, une souffrance, un regret de mon existence, vraiment. Et je pense que les regrets, dans ce cas-ci, sont importants. Je me souviens à l'époque voilà, où il était dans ces grandes difficultés, je m'étais dit, j'étais très jeune, hein, je m'étais dit, tiens, mais il faudrait que je l'emmène en Inde, là où il n'y a pas tous les ressorts qu'il utilisait pour essayer d'échapper à sa vie intérieure, et pour le sortir de là. Puis je me suis dit ça 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, au fond, comme si j'allais vivre pour toujours, et lui aussi. Et il a fini par mettre fin à ses jours. Et donc j'ai encore ce regret, qui pour moi n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, qui est de se dire, Ilios, voilà, par moment, c'est important de se rendre compte que la vie est très très courte, ou peut-être qu'il faudrait s'en rendre compte tout le temps, la mienne, celle des autres, et parfois aller vers l'essentiel et ne pas voilà, laisser passer. Alors je ne regrette pas de ne pas l'avoir sauvé, très certainement, ça serait prétentieux de croire que j'aurais pu le faire. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir essayé, d'avoir fait de mon mieux à ce moment-là, indépendamment des ressources que j'avais, et ainsi de suite. C'est vraiment ça. Et c'est le fait que j'étais pas vraiment conscient, j'étais pas présent à la situation, j'étais voilà, emporté par les habitudes du quotidien, les urgences. Même si je n'avais pas une vie professionnelle très pleine, j'étais pris et déconnecté au fond d'une petite voix en moi qui, si je l'avais écoutée, m'avait dit l'essentiel maintenant, c'est ça. Et donc, pour dire que le regret, je pense que le regret est une émotion dans ma vie qui est importante. Parce que certains regrets ne pourrissent pas mon existence, mais me disent juste, tiens, fais attention. Si tu es passé à côté de quelque chose d'essentiel là, peut-être que ce regret, s'il est là, peut, à l'avenir, il m'a été utile, te ramener au cœur de la vie pour pouvoir agir de manière plus juste la fois d'après. Dans les rencontres et la gratitude, je pense à Jean-François, un ami médecin, qui au sortir, au plein cœur de mon adolescence, au moment du décès de ma mère, a été quelqu'un qui a vraiment cru en moi, sans me le dire, il n'a pas eu besoin de me le dire. Et donc, c'est quelqu'un avec qui je partageais beaucoup sur ces questions de la psychologie, du développement personnel, et qui me donnait régulièrement des livres à lire. Et puis, on se revoyait et on parlait du livre. Il ne m'en parlait pas comme on parlait à un jeune comme j'étais, en fait, qui n'y connaissait pas grand-chose, mais on parlait vraiment de manière très sérieuse, en prenant chacun de mes avis au sérieux, de mes points de vue au sérieux. Il y avait un vrai échange et de cœur et d'esprit. Et ça m'a vraiment nourri. Et le fait que quelqu'un voit en moi le potentiel que moi-même je ne voyais pas, je ne sais pas si ça a du sens, hein, mais ça nourrit quelque chose. Il y avait ce regard bienveillant qui a arrosé la graine qui était là. Et donc, je lui dois vraiment beaucoup. Je lui ai dit d'ailleurs, longtemps, longtemps après, j'ai pu faire cette lettre de gratitude très, très émouvante pour moi et pour lui. Et donc, je lui dois beaucoup, beaucoup d'avoir été la personne. Et puis, je fais le lien. J'espère que tout ça n'est pas complètement décousu, Franck. Je fais non, le non, au lien. contraire, merci beaucoup. Je vais dans tous les sens. Je fais le lien entre Jean-François et un livre qu'il m'a offert et qui est aussi quelqu'un de très important pour moi que je n'ai jamais rencontré en dehors des livres et qui est Milton Erickson. Milton Erickson qui est un médecin hypnothérapeute américain dont Jean-François m'avait offert le livre et qui a marqué mon existence, et à nouveau pas pour rien, je pense avec le recul, Milton Erickson qui est quelqu'un qui a atteint de polio lorsqu'il est jeune, va avoir une grande partie de son corps paralysé, va rester 1 année couché, donc dans une forme d'enfermement, et ça résonne vraiment avec mon existence, d'une autre manière. Moi, ce n'est pas la polio, mais une forme d'enfermement aussi, de difficultés que j'ai vécues, et voilà quelqu'un qui va transformer son handicap. Il va être daltonien par la suite, à musique, la plus grande partie de sa vie en chaise roulante. Et donc, il va la transformer en ressource au service du monde. Et ce qui me touche vraiment beaucoup, et j'ai vu ça qu'avec le recul, c'est que contrairement aux nombreux modèles américains où
alors, je caricature et je trouve que ces exemples peuvent être très très beaux, mais moins touchants pour moi, où on va dire, mais je sais pas, avec une jambe en moins, il a été sur la Lune et tout à coup, ça devient le super-homme et le super-héros. C'est pas ça du tout. Il est resté en chaise roulante. Il ne s'est pas mis à marcher. Il est resté daltonien et à musique, mais il a utilisé tous ces handicaps sont devenus des points forts, comme si ces vulnérabilités, complètement accueillies, ont été quelque part la lentille par laquelle il regardait le monde avec une plus grande humanité, une plus grande attention, une plus grande tendresse, et donc qui sont devenus des points forts. Mais des Oui, points forts, peut-être qu'une des différences, effectivement, c'est que dans cette vision dont tu parlais, il y a une recherche de performance, alors que là, dans ce que tu partages, c'est plus une recherche peut-être de sens, et que finalement, dans le sens, c'est pas une histoire de performance, pas une histoire d'être le meilleur, c'est très personnel en fait, c'est une sensibilité plutôt. tu l'as dit hyper bien parce que je cherchais les mots et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas de performance, ce n'est pas tourné vers le regard extérieur, il n'y a pas de comparaison sociale, il n'y a rien de tout ça. Et donc c'est juste, c'est ce que tu as dit. Comment notre sensibilité fait de la place à notre vulnérabilité et pour ça on fait une force parce qu'elle est complètement accueillie et ouverte. C'est très juste. Eh ben, un grand merci effectivement, ça fait beaucoup de moments clés. Il y a plein de, c'est très dense. Et ça, moi, c'est ce que j'adore avec toi dans les échanges, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de partage. Il y a beaucoup de générosité dans tes partages. Je sais aussi que tu as, en tant que, moi, ça m'intéresse beaucoup cette casquette que tu as en même temps de docteur en neurosciences, de scientifique, où effectivement, souvent, on considère que les scientifiques sont un peu déconnectés du monde. En même temps, cette casquette de méditant, et pareil, ce qui est rigolo, c'est que parfois on considère que les méditants sont un peu déconnectés du monde. Et toi, il y a vraiment quelque chose où, avec ces deux casquettes, il y a un vrai souhait d'être connecté à ton corps, connecté à tes émotions, connecté à la vie, au réel en fait. Et est-ce que tu aurais pas forcément des conseils, mais plus des partages de pratiques qui, toi, t'ont aidé à te reconnecter au corps? Qu'est-ce qui, toi, t'a fait du bien? Alors, tu parlais typiquement de ta compagne, où là, c'est un magnifique retour justement dans les émotions, dans le corps, dans l'action. Est-ce que tu verrais d'autres choses? Je vais rebondir sur ce que tu as dit sur la science. Je suis docteur en psychologie, pas en neurosciences, mais peu Ah importe, d'accord, c'est un pardon. domaine lié. Et donc, pour moi, la science a été quelque chose de vraiment important qui a nourri mon envie de mettre tout ce qui me nourrissait intellectuellement à l'épreuve de quelque chose, en fait, d'aller voir est-ce qu'il y avait des études, est-ce que ça avait été euh, étudié. Et la méditation, pour moi, est une forme de science. Et de nouveau, ce n'est pas pour tout mélanger, mais si on regarde la méditation, c'est une invitation à une science à la première personne. Au fond, c'est ce qu'on appelle la science à la première personne. Et c'est de dire, on va se déposer, on va mettre, et c'est une science géniale, puisqu'on a là, c'est unique. En même temps, on est le laboratoire, c'est fantastique. On est l'expérience, on est le ou la scientifique, crédit illimité, c'est très rare que ça arrive, et peut-être que c'est dans ce laboratoire que nous sommes que les découvertes vont apparaître. Donc, voilà quelque chose. Et l'invitation de la méditation, comme je l'aperçois personnellement en tout cas, c'est une invitation à la lucidité, non pas à être dans une forme de croyance, de croire quelque chose, mais à observer l'espace intérieur tel qu'il est, et pas seulement l'espace intérieur, bien sûr, en commençant par ce qui se passe ici, en s'ouvrant évidemment à tout. Et donc, il y a vraiment pour moi une démarche scientifique, empirique là-dedans, une invitation à l'exploration de l'expérience, et aussi comme dans un labo, hein, à répéter. Et donc, de la science, c'est de la répétition, et de voir s'il y a des récurrences, c'est de pouvoir séparer tous les facteurs extérieurs qui vont interférer dans l'expérience scientifique, pour pouvoir voir, tiens, ce qu'on observe, est-ce que c'est vraiment une relation entre une pensée, une émotion, une sensation, comment ça se passe, comment peut-être nos croyances, nos pensées interfèrent dans nos sensations, dans nos réactions envers les autres, et ainsi de suite. Alors, c'est complexe, évidemment, parce que nous ne sommes pas seulement en relation avec nos propres sensations, pensées, émotions, on est aussi en relation avec le monde et avec d'autres personnes qui, elles aussi, ont des sensations, des émotions, des pensées, et ainsi de suite. Donc, ça fait quelque chose. Alors, quand tu parlais d'expérience, euh, évidemment, une expérience très, très marquante de ma vie et qui a à voir avec le corps, c'est la naissance de notre fille. Et je dis ça parce que ça a été une expérience très marquante au niveau des émotions, de mon ouverture que je pouvais encore avoir au monde, qui m'a montré à quel point j'étais peu ouvert en fait aux autres et à la vie. Quand je dis peu, c'est la relation que ma fille me montre, le potentiel de ce que je peux encore explorer envers les autres. À quel point ce que je peux vivre avec elle, souvent je ne vis pas avec tous les autres autour de moi. Donc, je vois bien qu'il y a une énorme marge de possibilités d'ouverture,
voilà, de compassion, d'amour qui est là. Et puis, je pensais à notre fille quand je l'avais dans les bras, ou quand je l'ai encore dans les bras, et je la sentais s'endormir. Il y a vraiment quelque chose de très, très concret, la sensation de la respiration. Et donc là, c'est vraiment une expérience. Et là, ça plongeait directement dans cet espace de tranquillité, de paix, pour lequel parfois il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en méditation. Et donc, c'était une expérience très forte qui m'a une connexion directe à ça. Puis je vais venir aux pratiques dont tu parles, bien sûr, puisque sinon j'échappe à ta question en passant par autre chose. Alors, bien sûr, j'ai parlé des approches corporelles. La méditation est une approche corporelle, mais j'ai eu besoin de quelque chose d'encore plus intense au travers au travers de la danse peut-être. Donc, je fais encore un petit détour. Le yoga, pour moi, c'est dans la pratique de ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui est une des formes aujourd'hui laïcisées pour lesquelles il y a toutes ces études, qui a été codifiée. Le protocole a été codifié par John Kabat-Zinn, ce biologiste américain qui était professeur de médecine. Donc, c'est une approche du corps dans laquelle il y a beaucoup d'exercices. Ils sont tous dans le corps, en fait, parce qu'on soit assis, en marche ou couché. L'invitation est toujours de revenir à l'expérience du corps d'abord. Mais il y a aussi des mouvements et du yoga. Et depuis, j'ai vraiment découvert que pour moi, c'était une pratique importante. Et donc, j'ai vraiment intégré, au-delà de ce que je faisais dans m'asseoir, être attentif aux sensations, il y a une pratique vraiment du yoga aujourd'hui qui fait partie de ma vie et qui est essentielle pour mon équilibre. En tout cas, voilà, pour répondre à ta question, avant qui est importante. Dans la méditation elle-même, donc dans ce qu'on peut appeler la méditation, ce que j'appellerais méditation, c'est une pratique de l'attention. Alors, quand on dit pratique de l'attention, pour moi, ce n'est pas pour la réduire. Je ne suis pas en train de la réduire à juste une mécanique cognitive, loin de là. Mais j'ai l'impression qu'il y a l'attention, quelque chose voilà, qui est au centre de la pratique de la méditation. Déjà de reconnaître que mon attention, elle est très vagabonde. Je suis un humain avec un mental qui tourne très très vite, une petite roue avec le hamster qui court là-dedans. Et cette attention vagabonde, elle a plusieurs effets. Alors quand tout va bien, le risque c'est simplement que je risque de passer à côté de l'expérience qui s'offre à moi, du soleil, de la rencontre avec toi, parce que ma tête est déjà dans le futur, dans les plaisirs futurs, dans les projets, dans tout ça. Mais quand tout va mal, c'est que la tête s'emballe et qu'elle va déjà vivre toutes les difficultés qui n'arriveront peut-être jamais. Mark Twain disait, j'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés. Mais bon, pour ma tête, et qui va déclencher une cascade neurobiologique de déclenchement d'hormones, de neurotransmetteurs et ainsi de suite, qui vont avoir un effet réel sur mon corps. Et donc, ce n'est pas juste que ces pensées soient comme ça. Il y a vraiment un lien entre le déclenchement de mes pensées, le déclenchement d'émotions, et puis ce qui se passe après dans mon corps. Et donc l'attention, c'est pouvoir constater que cette tête et que ces pensées sont très vagabondes. Dans la tradition bouddhiste, on prend souvent la métaphore d'un singe un peu fou, qui saute comme ça de branche en branche, complètement agité, sans que nous en soyons conscients. Donc c'est pouvoir, d'une manière, nous réentraîner à pouvoir diriger l'attention là où nous le voulons. Donc les exercices les plus simples de la méditation, c'est je choisis un support dont le plus évident, c'est la respiration. Elle est tout le temps là, c'est tout proche de nous. Alors, elle a plusieurs particularités. Elle est déjà tout le temps là, on ne peut pas l'oublier. On pourrait oublier un objet utile pour méditer. Celle-là, on ne peut pas l'oublier. En même temps, elle est toujours mouvante, c'est une cible mouvante, et donc comme elle bouge, elle nous invite à l'attention. Quelque chose qui serait immobile, notre attention partirait plus vite. Et donc, il y a quelque chose de... Elle est vivante, et du fait qu'elle est vivante, elle est directement en lien avec nos états d'âme. Donc, non seulement c'est un merveilleux support, mais c'est aussi un indicateur de nos états d'âme. Et donc, très simplement, je dis des choses que tu connais très très bien, parce que tu es aussi un instructeur de méditation, c'est je porte attention à mon souffle, puis à un moment, mes pensées m'emportent ailleurs, je suis déjà parti, je ne sais pas, à un projet futur, à ce que je vais faire après. Et puis, je reconnais que je suis parti, donc c'est ce moment important. Je reconnais que je suis parti et je ramène mon attention ici à ma respiration. Et puis ça continue, de nouveau, mon attention s'en va, et puis je reconnais que je suis parti et je reviens. Donc il y a cette forme, c'est souvent comparé à une forme de musculation ou d'entraînement, comme on s'entraînerait au piano et ainsi de suite. Et donc, peu à peu, quels vont être les effets? Je vais reconnaître plus rapidement que j'étais ailleurs, parce que parfois, moi, je ne m'en rends même pas compte. Et je vais aussi revenir plus rapidement. Et donc, ce muscle de l'attention va pouvoir, cette espèce de flexibilité entre
ce mental vagabond et cette attention ici au moment présent. Et l'attention, elle permet aussi de me ramener quelque part à une dimension de l'expérience qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus lucide. Et donc, il y a aussi cet entraînement-là à la lucidité. Alors, j'ai parlé de l'attention ici, cette forme d'attention qui est là. Alors, évidemment, une fois que je peux faire ça, je suis aussi capable de constater ce qui se passe en moi. C'est-à-dire, je peux reconnaître, tiens, cette pensée était là. Tiens, comme c'est intéressant. Pas seulement mes pensées, je peux aussi reconnaître mes sensations, bien évidemment, en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Tiens, c'est tendu, mon ventre est tendu, et qui est un lien avec mes sentiments, mes états d'âme. Et donc, ça me donne une forme d'intelligence, ça développe mon intelligence émotionnelle qui est, je peux faire le lien entre ce que je pense, ce que je sens dans mes sensations physiques et ce que je ressens au niveau de mes sentiments. Et donc, cette forme d'intelligence émotionnelle me permet d'entrer en relation différemment avec mes sentiments. Donc, je les reconnais plus rapidement, je peux savoir ce que je vis, je peux aussi les exprimer plus rapidement, et je peux vivre davantage en harmonie avec mes sentiments, donc plutôt qu'une mécanique habituelle chez la plupart des humains qui est, dès que c'est désagréable, je lutte, je connais ça très bien, je lutte, je fuis, je rentre en résistance. Je peux observer et me dire, tiens, apprendre à vivre avec tout ce qui m'habite plutôt que contre ou en lutte. Donc, cette forme d'intelligence. Alors ça justement, c'est un peu ça peut sembler un paradoxe pour beaucoup de gens, parce que effectivement, quand on est dans la souffrance, on aurait une tendance naturelle à vouloir fuir cette souffrance, à l'éviter. Donc si on sent quelque chose de difficile dans le corps, on peut partir dans la tête. Et d'ailleurs, ça peut être autour d'une drogue, ça peut être aussi regarder une série pour éviter d'être connecté. Est-ce que la science a pu expliquer ce qui pourrait être ce paradoxe? C'est que dans l'invitation, en invitant notre esprit à se connecter à nos sensations, et en les accueillant, et ben finalement, ça nous aide à les vivre. Parce que ça semble un paradoxe, en fait. Oui. Alors, ça a été étudié. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'évitement expérientiel et qui décrit ce que tu dis là, notre tendance à éviter les expériences intérieures désagréables. Alors, la mécanique la plus simple là-dedans, c'est que, alors que nous pouvons éviter un danger extérieur, que c'est utile d'ailleurs, c'est utile d'éviter une voiture ou d'éviter à l'époque le tigre ou dans ta métaphore du renard, d'éviter le renard qui voulait croquer le lapin, c'est extrêmement utile. Donc ça, c'est quelque chose d'utile. Mais malheureusement, peut-être, on ne peut pas éviter ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, j'essaye d'éviter ce sentiment difficile. Je mets beaucoup d'énergie, donc déjà, ça va absorber mon énergie. Je n'y arrive pas. Et donc, ça va augmenter mon inconfort intérieur que je vais essayer de réguler en mettant encore plus d'évitement. Et donc, il y a une boucle qui va se créer et qui va avoir tendance à augmenter mon inconfort. Deuxième élément, comme je viens de le signaler, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Et donc, toute l'énergie que je mets à éviter, malheureusement, elle n'est plus disponible pour prendre soin de ce qui est important dans ma vie. Et donc, je vais finir par m'enfermer dans une mécanique d'évitement où ce que je voulais éviter finit par devenir le centre de mon existence. C'est très paradoxal, mais c'est ce qu'on découvre. Donc, tu parlais de l'alcool, qui est une des manières, mais on pourrait dire n'importe quel comportement qui me sert à éviter quelque chose de désagréable intérieurement peut finir, pas toujours, mais peut finir par devenir une addiction. Si on prend l'alcool, mais peu importe, on pourrait se dire, tiens, j'ai une forme de stress intérieur. Voilà, j'ai un conflit avec la personne avec qui je vis, j'ai une forme de stress intérieur, je suis seul chez moi, la bouteille est sur ma table, au lieu d'en prendre un petit verre pour les personnes qui apprécient, j'en prends 3 ou 4. Ça va pour effet, c'est un effet biologique à faire, ça va diminuer l'anxiété, évidemment, mais en faisant ça, je ne règle ni ma relation à mon stress intérieur, ni le conflit extérieur. Et le risque, c'est que comme l'effet est très fort, il y a un effet, j'espère que je suis clair quand je dis ça, renforçateur, c'est-à-dire que ça va me motiver. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas une question de faiblesse, ce sera vraiment comportementalement, je serai motivé le lendemain, si je vis la même anxiété, à reprendre de l'alcool puisque ça fonctionne. Et donc, il y a l'évitement, le problème aussi, je ne l'ai pas dit, c'est que bien souvent, ce qu'on fait pour éviter fonctionne, mais à court terme. Et donc, comme à court terme, j'éprouve un soulagement direct au niveau de ce que je vis, je vais continuer, mais malheureusement, le prix à payer, c'est une aggravation de mon inconfort intérieur à moyen et long terme, une aggravation de toute la situation, puisque ça fait que je ne vais pas agir sur la situation, ni sur mes émotions. Un autre élément, c'est que lorsque j'évite une sensation désagréable, je vais avoir tendance à éviter tous les contextes où elle pourrait se reproduire.
Un exemple tout simple, c'est ce qu'on appelle l'anxiété sociale. Alors, c'est une anxiété que je peux éprouver à l'idée de rencontrer quelqu'un. Et il est tout à fait possible que pour n'importe lequel et laquelle d'entre nous, ça arrive. Ce n'est pas parce qu'on est mal construit, c'est que les circonstances de la vie, on ne pourrait même pas toujours savoir lesquelles, vont faire tout à coup, il y a une forme de stress qui réveille peut-être une blessure ancienne, et là, tout à coup, hop, je me referme. Et donc, le problème, c'est que plus j'évite, plus j'ai besoin d'éviter. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un me téléphone et me dit, écoute, le confinement est terminé, on est en situation de confinement au moment où on enregistre ceci, viens, on va sortir. Et là, je me dis, ah non, plusieurs personnes, je vais me sentir mal à l'aise, j'invente une excuse. Sur le moment, je me sens mieux, donc j'ai inventé l'excuse. Tout à coup, mais par la suite, je me sens seul. Comme je me sens seul, je me sens encore plus mal, donc je vais me refermer encore plus, et donc, de nouveau, la boucle est bouclée. Et le problème là-dedans, c'est que pour avoir une vie qui ait du sens, une vie riche, c'est une vie en contact des autres. Donc, c'est une vie avec des émotions. Donc, c'est une vie avec des risques émotionnels. Et donc, si je suis incapable de faire face à l'inconfort émotionnel, en réalité, ma vie va se rétrécir. Et donc, une vie sans émotions désagréables, c'est impossible. Les émotions sont des marqueurs d'importance qui nous disent qu'une chose est importante. Évidemment qu'elle est peut-être menacée, mais donc le seul moyen de ne pas avoir d'émotions désagréables, c'est de ne pas avoir de vie, en tout cas de ne pas avoir de choses importantes dans notre vie. Donc, pas de relations, pas de projets, pas de relations avec des gens qu'on aime, et ainsi de suite. Méditer, c'est entraîner notre attention à revenir ici, c'est quelque part apprivoiser nos sentiments, être plus à l'aise avec nos malaises intérieurs, pour pouvoir être voilà, plus libre. Et un des effets ici, c'est une forme de liberté. Liberté à deux niveaux. Liberté par rapport à nos pensées, parce que toutes ces pensées, ces croyances qui nous viennent tout le temps, on les prend souvent extrêmement au sérieux. Et là, je peux les regarder, cette forme de distance. Je suis moins collé à mes pensées, je peux les regarder. Et donc, je suis aussi plus lucide. On peut penser aux fake news, on peut penser à tout ça. J'ai une plus grande capacité de discernement. Mais une plus grande liberté comportementale aussi. Lorsque je ne suis plus dirigé par mes émotions, mais qu'elles sont une forme d'information dans ma vie, je peux choisir, plutôt qu'être dans une forme de réaction. La réaction, la réactivité, c'est le comportement qui vient automatiquement déclencher par en général mon inconfort, qui lui-même a été déclenché par des stimulations extérieures. Donc, stimulation extérieure déclenche de l'inconfort intérieur et déclenche des comportements qui ne sont pas toujours adaptés. Des comportements d'agressivité, des comportements de fuite, des comportements... Voilà. Alors que méditer, c'est trouver cet espace intérieur qui fait que comme je suis capable de regarder, d'observer, d'apprivoiser ce qui est à l'intérieur de moi, dans une situation, au moment où cette émotion va être déclenchée, elle sera toujours déclenchée à mon avis, en tout cas chez moi, je peux la regarder, mettre un espace, mettre cette pause si on veut, et choisir le comportement qui est peut-être le plus adapté en fonction de ce qui est important pour moi, et aussi ce qui est important pour le contexte. Donc on pourrait dire, que requiert le contexte et qu'est-ce qui est important en termes de direction de vie, qu'est-ce que je valorise, qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc ce serait un comportement choisi, ce qu'on appelle une réponse. Et ça change tout dans l'existence, moi. Alors, à nouveau, je plonge très régulièrement dans des comportements automatiques, mais le fait que je puisse plus souvent choisir, c'est une différence énorme dans l'existence. Et la liberté, c'est vraiment quelque chose, cette libération intérieure qui amène une liberté dans les comportements, je pense, c'est voilà, une des grandes choses qu'on peut cultiver par la méditation. Alors, quand on parlait de ça aussi et des émotions difficiles, les émotions difficiles nous ramènent aussi à l'essentiel. Je souffre parce qu'une chose est importante pour moi, et donc ça développe ce qu'on pourrait appeler notre intelligence existentielle, à nous ramener au plus proche de ce qui est important et donc à perdre moins de temps dans notre existence, à mettre plus d'énergie, à prendre soin de ce qui compte plutôt qu'à fuir ou à courir après des chimères. Donc je pense qu'il est important aussi. Donc si je résumais par rapport à ta demande, méditer nous propose de ralentir, donc je ralentis. Une fois que j'ai ralenti, je reviens à ce qui se passe ici en moi et donc à ressentir. Ressentir dans mon corps me permet de ralentir aussi. Donc, je ressens, je peux ressentir les mouvements de ma respiration. Tout ça m'invite à observer. Observer mes pensées, observer mes sensations, observer mes sentiments, une forme d'observation. Une fois que je peux faire ça, je peux aussi me reconnecter. Et ce que j'appelle me reconnecter, c'est m'ouvrir, et m'ouvrir à tout. C'est-à-dire pas être uniquement à l'expérience qu'on pourrait appeler intérieure, mais aussi me connecter au son, qu'est-ce qui apparaît dans le paysage sonore. Vraiment quelque chose qui ouvre, me connecter à tout ce que je regarde, les couleurs, les formes, mais ça pourrait être me connecter au goût, si je suis en train de manger, au parfum, et donc
tous ces 5 sens sont 5 portes de reconnexion à l'expérience. Et là, il y a une forme d'ouverture. Je suis pleinement ouvert au monde. Et méditer, c'est aussi être pleinement ouvert à l'expérience. Alors, dans mon cas, j'ai souvent besoin d'une première étape qui est me déposer pour stabiliser mon intention qui est très agitée. Mais une fois que c'est stabilisé, c'est vraiment cette ouverture qui est intéressante. Parce qu'alors, méditer, ce n'est pas de nouveau un état, une espèce d'état replié sur nous-mêmes, mais on peut être en train de marcher à l'extérieur et être pleinement ouvert à la beauté du paysage et être tout à fait attentif si jamais un danger requiert notre attention. On peut aussi être avec une amie, un ami, pleinement présent ce que la personne nous partage. Et c'est aussi une forme de pleine présence, de méditation. Donc, il n'y a pas besoin d'être toujours sur un coussin, dans une forme particulière, les mains dans une forme particulière, avec une image particulière. Les deux se nourrissent. Hein. Le fait d'une pratique formelle sur un coussin ou une chaise et la pratique dans la vie se nourrissent l'une l'autre. La dernière dimension que je n'ai pas soulignée, c'est l'ouverture du cœur, et qui est en pratiquant tout ça, en étant davantage connecté et sensible, parce que j'évite moins, alors je suis aussi plus ouvert voilà, à la beauté, mais aussi à la tendresse, mais aussi à la douleur du monde. Et donc, en étant davantage connecté, je suis davantage sensible et je vais davantage être dans une forme voilà, de compassion, comme dirait Mathieu Ricard, d'altruisme. Et non pas par une forme pas parce que je devrais l'être, c'est pas par une prescription, c'est parce que comme le cœur est ouvert, qu'il est connecté, je me sens en lien avec les autres, avec le vivant. Donc si je me sens en lien avec les autres et le vivant, par une relation de cœur d'avoir été touché, parfois par une relation aussi d'émerveillement par rapport à l'environnement, alors je vais prendre soin. Et donc dans ce cas, méditer, c'est être attentif, attentive, ouvert, ouverte et bienveillante. C'est cultiver une forme d'attention, attentionnée, qui laisse la vie être beaucoup plus présente à travers nous et qui nous rend beaucoup plus présents aussi à la vie. Merci beaucoup pour cette effectivement réponse très complète sur ce fameux paradoxe que j'évoquais au début de la question. Et effectivement, là, ça permet d'y voir plus clair. Un grand merci pour ton temps, un grand merci pour toutes ces explications. Est-ce que tu aurais un... Là, juste avant le mot de la fin, à ta question, je n'y ai pas répondu, mais notre initiative Présence dont tu fais partie, c'est une initiative qui a débuté au début du confinement et qui était dans l'idée de se dire à nouveau ce lien entre la vie contemplative et l'action citoyenne, de se dire on nous propose de ne pas aller au dehors, eh bien, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'aller en dedans, d'explorer notre vie intérieure, justement pour nourrir en nous cette possibilité de résilience, de tranquillité, d'apaisement, à mettre au service des autres, du lien et et de prendre soin du monde. Et donc, voilà une équipe de 40 instructrices et instructeurs généreux de méditation dont tu fais partie et qui offrent régulièrement, tous les jours, 6 fois par jour, des moments de pratique et qui ont plusieurs vertus. Un, on peut chacun et chacune se reconnecter à cette capacité intérieure de résilience qui est très importante. On peut se reconnecter aussi à notre capacité à être en lien avec les autres et la vie. Mais il y a quelque chose d'important aussi qui était le fait de méditer, que ce soit en live, nous reconnecte à la communauté humaine. Et ça fait que vraiment le fait de savoir que quand je médite, d'autres femmes et hommes méditent, c'est vraiment une expérience de partager. C'est un peu de partage social d'émotions, comme disait mon collègue de l'UCL, Bernard Rimet. Il y a une forme de synchronisation et qui est importante pour nous les êtres humains. Je ne suis pas en train de faire ça tout seul. Je fais partie d'une famille de personnes qui pratiquent en même temps. Je pense que c'était important. Puis le fait qu'on puisse aussi partager des inspirations avec plein de personnes qui ont envie de partager ça, je crois que ça nourrissait aussi ce lien de communauté et de Oui, famille. ça me paraît très important effectivement de rappeler que la méditation, c'est pas une technique, il n'y a pas une vérité. Et finalement, avec Présence, ce que vous proposez, c'est comme il y a différents instructeurs, il y a différentes personnes qui proposent des méditations. On peut voir des sensibilités différentes, on peut voir des traditions différentes. Donc, c'est vraiment une porte très ouverte avec énormément de choses à découvrir, plutôt qu'une espèce de vision très manichéenne de la vérité. Il y aurait certainement autant de portes et de chemins qu'il y a de femmes et d'hommes. Je pense que c'est Krishnamurti qui disait la vérité est justement un pays sans chemin. Il est sans chemin parce que c'est à chacun d'entre nous de découvrir, mais ce qui est en même temps très intéressant, c'est d'avoir quelques poteaux indicateurs et quelques inspirations pour nous permettre de découvrir notre propre manière de pouvoir habiter ça. Merci beaucoup, Ilios.
Et Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin justement pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Donc là, on l'a dit, on est en ce moment en confinement. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, un mot de la fin, une inspiration justement, une graine à planter? moi, ce qui me vient, c'est que bien sûr, nous sommes tous et toutes des femmes, des hommes, des autres qu'humains uniques. Bien sûr que, et en même temps, on est tellement semblables et tellement liés les uns aux autres. Et c'est ce nouveau paradoxe dont tu parles, voilà, on est tous liés dans une énorme diversité. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de la diversité et en même temps de notre singularité? Je pense qu'il y a cette beauté. Donc, voir en chacun et chacune quelque chose de singulier, d'unique, et en même temps voir ce qui nous connecte les uns aux autres. Nous rendre compte aussi que, en tout cas, je pense que la solution, si elle existe, je n'aime pas tellement ce mot-là, mais ou le bien-être, ou l'épanouissement, il ne se fera pas en dehors des difficultés. C'est au cœur même des difficultés qu'on peut trouver la lumière qui va éclairer la situation. En tout cas, c'est ce que je ressens profondément. J'avais noté une citation de Rosa Luxembourg, qui était cette grande activiste allemande, et qui disait « Être humain signifie jeter toute sa vie sur les échelles du destin quand il le faut, tout en se réjouissant dans chaque jour ensoleillé et chaque beau nuage. » Donc, c'est ce que je nous souhaite, au fond, c'est de jeter notre vie avec toute notre énergie à pouvoir faire ce qui est juste et en même temps être capable de regarder non seulement chaque jour ensoleillé, mais aussi la beauté des nuages. Omar Khayyam, un poète soufi que j'aime beaucoup, nous rappelle aussi la brièveté de l'existence, qui pour moi est quelque chose d'important, qui nous dit « La vie passe, rapide caravane, arrête ta monture et cherche à être heureux. » Ce bonheur individuel peut-être, mais surtout ce bonheur qui nous connecte tous et toutes. Merci, ami Franck, pour tout ce que tu fais. Eh ben, grand merci pour tous ces échanges. C'était très riche, je m'en doutais un petit peu. Et un grand merci, Ilios, pour tous ces partages. Merci à toi.